Donc la définition, en fait, au niveau de l'étymologie, ça vient d'un mot français qui n'existe que depuis à peu près 1100 ans. Il est né à la Renaissance. Et en fait, il s'agit d'une réflexion probable du terme ingénieur, en ancien français, qui signifiait constructeur d'engins de guerre. Donc les plus anciennes références, donc, comme je vous disais, remontent au XIe siècle. Donc au Moyen-Âge, vous avez une belle image d'un trébuchet. Et en fait, un ingénieur si sérieux, réputé de l'histoire reste Léonard de Vinci. Mais en fait, bien que les origines du mot français ne soient que millénaires, on peut imaginer que la fonction d'ingénieur est née en fait avec l'invention du premier outil. Donc, en fait, si on regarde la définition dans un dictionnaire du mot d'ingénieur, en fait, c'est un ingénieur, c'est un professionnel qui conçoit des projets. En fait, ces projets, ce sont des produits, ce sont des systèmes, ce sont aussi des services. Et il utilise pour faire cela, si possible, des moyens novateurs, et il dirige la réalisation et la mise en œuvre de tout ce qu'il faut pour aboutir au produit final. La spécificité du métier d'ingénieur, c'est de résoudre souvent des problèmes qui sont complexes. Donc il doit posséder des connaissances en physique, en chimie, en technique, en technologie, mais aussi des connaissances en économie, des connaissances sociales. Parce qu'en fait, pour fabriquer, pour travailler, il y a des règlements, tout ingénieur se doit les respecter. Et économique, parce que souvent, la novation que doit générer l'ingénieur, c'est aussi pour rendre des processus moins coûteux. Mais en fait, les ingénieurs aussi, ce sont des hommes et des femmes, donc c'est pour ça que plus tard nous vous parlerons de la parité. Et en fait, elles sont toujours intégrées dans une société et elles sont liées aux besoins de la société. Vous pouvez faire le métier que vous voulez, mais si personne n'a besoin de ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais. Et c'est pour ça qu'au cours du temps, à mesure que les connaissances ont progressé, le métier d'ingénieur s'est diversifié. Donc en fait, en ces temps, chaque innovateur pouvait être considéré comme un ingénieur, ou un ingénieur. La fonction d'ingénieur servait essentiellement à la survie de l'espèce et de l'individu. En fait, je souhaite présenter un concept qui est la pyramide des besoins de l'humain. Et en fait, chaque humain, pour être épanoui, doit suivre cette pyramide. Et on commence par avoir besoin de combler nos besoins physiologiques, c'est manger, dormir, avoir chaud, boire. Et au fur et à mesure que ces besoins sont comblés, on monte dans la pyramide. Après, on a des besoins de sécurité, on a des besoins d'appartenance au groupe, on a des besoins d'estime de soi et de réalisation de soi. Et en fait, tout ce qui est fait par chaque individu peut être mis dans suit cette pyramide. Donc en fait, dans les besoins couverts en ces temps-là étaient vraiment très minces, parce qu'ils ne mangeaient pas toujours à leur faim, la sécurité, ils ne vivaient pas très vieux, l'appartenance et le groupe étaient petits, l'estime de soi, on était le meilleur chasseur, et la réalisation de soi, c'était progresser, devenir le meilleur chasseur. Merci. Les grandes inventions de la fin, comme je viens de vous le montrer, les grandes inventions de la fin de la préhistoire, elles ont induit la sédentarité et une augmentation rapide des populations qui se sont organisées en civilisation. Et en fait, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, on pouvait voir la cité de Khéops qui avait déjà cette allure-là. Le groupement des populations impose de nombreux besoins, des besoins alimentaires, des besoins de construction en bâtiment, des besoins de commerce, de sécurité, de santé et de religion. En fait, et tous ces besoins ont généré le développement de techniques et de connaissances qui sont répertoriées ici, et toutes ces technologies naissantes s'appuyaient sur des notions d'art, de mathématiques et de philosophie. Déjà, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des ingénieurs. Donc à cette époque-là, les besoins étaient mieux servis. Et on peut développer un modèle qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la notion de l'inconnu, c'est le domaine plutôt de la recherche, et on a le domaine du connu, dans lequel on peut placer les technologies, la science, la culture, l'agronomie et l'industrie. On pourrait le rendre beaucoup plus complexe, mais ce modèle, qui était déjà existant aux 3000 ans avant Jésus-Christ, perdure de nos jours. Donc le Moyen-Âge, il n'y a pas eu en fait, pendant tout le Moyen-Âge, peu de révolution dans le terme de la recherche et des arts, mais en fait, par les besoins de sécurité,
La métallurgie pour fabriquer des armures, des fers à chevaux, des épées. La construction mécanique s'est beaucoup développée, donc l'invention de la charrue qui était pour combler des besoins physiologiques, accroître la satisfaction du besoin physiologique, quoi. Et donc le Moyen-Âge a pu sa fin avec l'invention de l'imprimerie et de la gabarre qui a ouvert en fait le monde au début des civilisations qui existaient alors. Donc je pourrais continuer sur l'histoire. Pour chaque époque, on pourrait citer des scientifiques, des grandes découvertes, des grands ingénieurs, mais le modèle ne change pas. Et être ingénieur, c'est quoi? En fait, c'est probablement être en mesure de répondre aux attentes de la société dans laquelle on vit, en amenant des solutions scientifiques et techniques aux préoccupations du plus grand nombre. Cette histoire-là, le but était là, c'est de vous montrer que tout va de plus en plus vite. C'est pour ça que j'ai mis une colonne de train. Le savoir augmente sans cesse toujours et encore plus vite, et les besoins des gens évoluent, plus de nourriture, aller plus loin, aller plus vite, connaître toujours plus de choses, vivre plus longtemps, plus facilement, du temps libre pour s'épanouir. Et c'est dans ce contexte-là que vous allez travailler demain comme ingénieur, mais aussi comme n'importe quel autre métier. Donc voilà, je rappelle le modèle, et dans ce modèle-là, en fait, les points verts marque toutes les zones d'intervention de l'ingénieur. Donc un ingénieur travaille dans les sciences, travaille en technologie, travaille en industrie, en agronomie, en culture, il travaille dans la recherche et même parfois ses travaux le font déborder dans des domaines totalement inconnus. Et un ingénieur peut être très innovant et peut être un chercheur confirmé aussi. Et en fait, un gros pôle du travail d'ingénieur se situe souvent à la jonction de tout, de l'industrie, de la technologie, de l'agronomie. À chaque jonction, en fait, il y a des places très importantes pour les ingénieurs par le côté pluridisciplinaire qu'ils peuvent développer. Alors pour devenir ingénieur, il n'y a pas une seule voie. Vous connaissez toute la voie la plus traditionnelle. Quand on parle d'ingénieur, on dit tout de suite ouais, faut partir, faut faire des grandes études, faut les classes prépa, si t'es pas super top, t'arriveras jamais à être ingénieur. Et ben c'est pas vrai. Ingénieur, faut bien comprendre une chose, c'est que c'est d'abord et avant tout plus un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Il y a des spécialités bien sûr, c'est ce qui va faire votre particularité. Vous allez pouvoir travailler en informatique si vous êtes passionné par l'informatique, vous allez pouvoir être en instrumentation, en mécanique, en électronique, en électricité, en agronomie, en biologie. Donc là vous voyez déjà que vous avez à peu près tout le panel de ce que vous voyez déjà à l'école. Et puis vous allez pouvoir être dans des domaines un petit peu plus inconnus peut-être, l'environnement, le management. Vous savez, cette espèce de gros mot dont on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, la sécurité, la qualité, tous ces domaines-là sont accessibles aux ingénieurs. C'est pas exhaustif. Récemment, je regardais, j'ai mon fils qui a votre âge, et donc il cherche lui aussi pour ce qu'il va faire l'année prochaine. Il y a maintenant des domaines de l'ingénieur, comme disait Michael tout à l'heure, qu'on découvre. Moi, quand j'ai fait mes études, que j'avais votre âge, le data mining, par exemple, vous ne connaissez pas quoi. Maintenant, c'est un diplôme d'ingénieur comme un autre. Donc nous, les spécialités qu'on a fait avec Michael, c'est plutôt de l'informatique, de l'instrumentation, de la recherche, et puis moi, c'est plutôt la sécurité, et particulièrement la sécurité du travail. Alors, pour être ingénieur, la première des conditions, c'est quand même de faire une école d'ingénieur habilitée par la CTI, donc la Commission des titres d'ingénieur. Et puis après, les moyens d'accès à ces écoles sont assez nombreuses. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait 210 écoles d'ingénieurs en France, toutes spécialités confondues. Donc ça vous ouvre quand même un champ des possibles assez vaste. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Ces écoles, elles sont regroupées dans différentes thématiques. Donc, pour devenir ingénieur, on peut passer par une école du ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que vous avez aussi des écoles d'ingénieurs privées, c'est aussi à peu près un tiers, à 29%. Et puis vous avez des universités technologiques, vous avez des écoles d'autres ministères et des INP. Donc, comme je disais tout à l'heure, la voie principale pour faire l'école d'ingénieur, celle que vous connaissez tous, c'est les classes préparatoires.
Donc en règle générale, il faut avoir un bon dossier, on vous le serine depuis que vous êtes tout petit, travaille bien à l'école, tu pourras faire une classe prépa et après tu deviendras ingénieur. Donc c'est 2 ans de préparation intensive, vous étudiez des maths, de la physique, de la chimie, des sciences de l'ingénieur, de l'anglais, de l'informatique. L'objectif étant à la fin de passer un concours, enfin plusieurs concours, et d'avoir l'école d'ingénieur de vos rêves. Voilà. Et puis 3 ans après, vous sortirez de l'école d'ingénieur de vos rêves avec votre diplôme. Mais ça, tout le monde ne se sent pas de le faire, parce qu'on a tous à l'esprit que quand on rentre en classe préparatoire, on met quand même un petit peu de côté sa vie sociale pendant 2 ans. Et même si c'est a priori très formateur, tout le monde n'est pas fait pour ce type de parcours. Vous avez une autre possibilité qui sont les écoles d'ingénieurs post-bac ou prépa intégrée, où là vous allez rentrer directement dans l'école de votre choix, qui va vous faire 2 ans de préparation aussi, puisque quand on sort du lycée, il y a quand même des domaines qu'on n'a pas encore étudiés et qui servent de base au métier d'ingénieur. Donc l'avantage des classes intégrées, c'est que déjà vous n'avez pas de concours à la fin, que donc forcément ce qu'on va vous apprendre dans ces 2 années, c'est tout de suite beaucoup plus à destination de ce que vous allez faire après. Et puis vous rentrez dans une école avec des dominantes qui vous plaisent déjà, donc vous avez une motivation supplémentaire pour travailler éventuellement. Voilà. Mais c'est un enseignement qui est plus orienté vers le métier. Il y a plus de travaux pratiques, plus de projets. Après, il y a d'autres moyens de rentrer en école d'ingénieur. Vous n'êtes pas obligé de passer ni par une prépa, ni par une prépa intégrée. Vous pouvez décider de faire un bac plus 2, DUT, BTS, et puis de dire, ou une licence, et puis de dire, je vais voir, et puis si mes études, ça se passe bien, peut-être qu'après, je poursuivrai en école d'ingénieur. Ça aussi, c'est possible. Après, vous pouvez faire comme Michael et moi. Nous, on n'a pas fait ni la classe prépa, ni la prépa intégrée, ni l'IUT pour faire l'école d'ingénieur derrière. Donc en fait, quand avec Michael on travaille, vous avez 2 moyens après de devenir ingénieur. Soit votre poste de travail fait que progressivement vous prenez de plus en plus de responsabilités et vous faites le travail d'un ingénieur, et maintenant vous avez de plus en plus d'écoles qui vous font faire des dossiers extrêmement complets. Vous allez devoir prouver par A plus B que vous êtes en capacité d'être ingénieur, que vous avez l'état d'esprit, le raisonnement, les méthodes pour devenir ingénieur. C'est ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Et puis après, vous pouvez faire la voie qu'on a choisie avec Michael. C'est plutôt intégrer une école d'ingénieur en formation dite continue. Nous avons tous les deux fait l'école des mines d'Alès, sous 2 formes différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé 5 ans pour lui, 15 ans pour moi, et puis on est retourné à l'école. Il faut avoir la volonté, parce que quand vous avez laissé vos cahiers de côté, que vous n'avez pas approché une calculatrice pendant 15 ans, et qu'il vous faut repartir sur les exponentielles, les dérivées, les primitives, vous imaginez un petit peu, c'est un peu compliqué. Avec les enfants à la maison en plus. En plus. Il faut avoir la volonté chevillée au corps, mais c'est possible. Que vous construisiez des navettes spatiales, que vous travailliez sur des systèmes de conditionnement, des ponts, des panneaux, de la qualité, de la sécurité, de la biologie, de la chimie, quel que soit votre domaine, les qualités de l'ingénieur, c'est toutes les mêmes. La première, c'est qu'il faut une capacité à analyser. Il faut savoir observer, être curieux, avoir envie d'améliorer les choses. Il faut aimer les détails. Parce qu'il n'y a pas un détail qui n'a pas son importance. Il y a une petite phrase qui dit que le diable se cache dans les détails, quel que soit le domaine, et plus particulièrement en sécurité, là où je travaille, c'est entièrement vrai. Et puis il faut savoir communiquer. Parce qu'un bon ingénieur, s'il n'arrive pas à transmettre ce qu'il a besoin de faire aux techniciens, il est mauvais. Il faut savoir être curieux, aimer se former en permanence, parce que les techniques évoluent. Si vous avez fait vos études il y a 40 ans et que vous n'êtes jamais formé au cours de votre vie, là aussi vous allez devenir un très mauvais ingénieur. Il faut être créatif, si pour peu que vous soyez plutôt basé sur la recherche ou sur la conception. Si vous n'avez pas un minimum d'imagination, vous ne construirez jamais les drones de demain ou la machine volante auquel on n'a pas pensé. Il
faut être logique, il faut pouvoir prendre un problème complexe, le découper en petits morceaux pour réussir à résoudre tous les petits morceaux et après résoudre le gros problème complexe. Il faut savoir maîtriser l'outil mathématique parce que beaucoup de problèmes se résolvent avec les mathématiques. Donc si vous êtes super nul en mathématiques, vous allez avoir du mal. Autant que ce soit clair. Il faut savoir analyser, détecter les causes des problèmes et surtout proposer des solutions. Un ingénieur qui n'est pas capable de proposer des solutions, c'est pas un ingénieur. Et puis il faut avoir l'esprit d'équipe, hein, parce que encore plus quand on est ingénieur, on bosse avec une équipe. On bosse avec des chefs, on bosse avec des techniciens qui font le travail avec nous, qui font le travail qu'on leur demande. Si on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait une symbiose qui soit prise ensemble, toute une bonne équipe, ça ne marchera pas non plus. Et des connaissances techniques que constamment, il va falloir remettre à niveau. Alors vous allez me dire, nous on a fait la parité, un homme, une femme, et dans le métier d'ingénieur, c'est quoi? Alors oui, les filles, vous avez de l'avenir dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'aujourd'hui c'est 27% de femmes dans les métiers de l'ingénieur. Donc ça veut dire que pour atteindre la parité, il y a encore du boulot. Alors l'avantage dans l'amphi, c'est que mine de rien, il y a pas mal de filles, je pense que vous êtes plus que 27%, donc je vous encourage fortement à poursuivre sur cette voie, puisque, comme vous le constatez sur le graphique, les diplômes d'ingénieur, c'est là où on est les moins présentes. Je vais vous donner un scoop, on n'est pas plus bête que les garçons, et on est tout à fait capable d'y arriver. Donc allez-y. Après, au niveau professionnel, il faut être honnête, il y a des domaines où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres de trouver des filles. En recherche, en biologie, les filles, vous vous sentez d'y aller, il n'y a pas de souci, on est à peu près 50-50. Dans le génie civil, ça commence à être un peu plus compliqué. Bizarrement, on se met des freins, on n'y va pas. Il n'y a que 10% de filles en génie civil. Par contre, l'aspect super positif, si c'est la branche qui vous intéresse, c'est que sur ces 5 dernières années, la proportion de filles a augmenté d'1 tiers en génie civil. Ça veut dire que cette branche, elle ne vous est pas fermée du tout. Agroalimentaire, 41%, 33% dans la chimie. La mécanique et l'électricité, ça vous branche pas? Vous n'y allez pas? C'est spontané, merci. Mais voilà, là aussi, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Il y a de la place pour nous aussi. Donc, on va enchaîner sur mon expérience. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé par un DUT, hygiène, sécurité et conditions de travail. Et l'avantage de mon DUT, c'est que j'avais des maths, j'avais du droit, j'avais de la communication, j'avais de la psychologie du travail. Alors, je me dis, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Donc je suis partie là-dedans, j'ai travaillé 15 ans et après je suis devenue ingénieure. Donc la sécurité du travail, c'est faire en sorte que chaque personne de l'entreprise rentre chez elle le soir vivante et en un seul morceau. La sécurité du travail, c'est une obligation de l'employeur. C'est le code du travail qui lui impose de prendre... il est responsable de la sécurité des personnes qui travaillent chez lui. Donc mon rôle en tant qu'ingénieur sécurité, c'est de conseiller l'employeur, donc mon chef d'installation, et j'ai une double casquette. Je suis à la fois préventeur, donc je suis là pour éviter qu'il y ait des risques, pour apprendre aux gens comment faire pour éviter qu'il y ait des risques. Et puis j'ai un rôle de contrôleur et de vérificateur, c'est-à-dire que je leur explique comment il faut faire, je leur montre, je les fais réfléchir sur le sujet, mais derrière, comme disait un de mes anciens chefs, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on va vérifier qu'ils appliquent bien les règles de sécurité. Alors c'est un métier que vous pouvez exercer quelle que soit l'entreprise. Donc quand vous ne savez pas trop si vous voulez bosser dans les voitures, dans les avions, tout ça, en fait, vous pouvez faire ça n'importe où, même à l'école. D'accord ? Tous les métiers, toutes les professions, toutes les entreprises ont des ingénieurs sécurité, quelle que soit l'activité. Ce qui est nécessaire, c'est une connaissance dans un très grand nombre de domaines techniques. Alors après, ce qui est un peu frustrant, c'est que vous n'en maîtrisez aucun. Par contre, j'ai des bases en électricité, j'ai des bases en mécanique, en thermodynamique, en mécanique des fluides, en psycho, en droit, voilà. Par contre, j'ai souvent besoin d'experts. Donc j'ai des bases sur plein de sujets et un bon carnet d'adresses. Entre autres, mes profs de DUT, mes collègues de travail plus spécialistes dans un domaine et en qui j'ai confiance. Quand j'ai un doute, je vais les interroger.
Donc pour ça, il faut des aptitudes à communiquer. Il faut que je sache écrire, parce qu'il faut que la personne qui lise mon affiche, elle me comprenne. Il faut que je sache parler. Il faut que je sache trouver les supports qui vont être percutants. Donc si vous avez un petit côté créatrice, créateur, c'est sympa, le métier d'hygiène et sécurité. Donc comme des fois je dis, aujourd'hui j'ai fait mon activité gommette collage. Parce que justement, pour faire des panneaux, des fois, voilà, je fais des découpages, pas du coloriage, mais enfin si, en version informatique. Mais voilà, si vous avez un petit côté artistique que vous n'avez pas envie de laisser, c'est peut-être la profession qu'il vous faut. Et puis des qualités humaines. Il faut savoir donner envie aux gens, en fait, de faire de la sécurité. Parce qu'il faut être honnête, on est quand même classés comme les gens qui sont les empêcheurs de tourner en rond. Alors, si vous avez un minimum de qualité pédagogique, les gens, après, ils ont envie. Moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est une fois que je changeais de poste, on m'a dit « Mais toi, tu m'as donné envie de faire d'appliquer les règles. » Ça, j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. De la disponibilité, et puis savoir s'adapter, hein, parce que la journée que vous avez faite, c'est jamais celle que vous avez prévue. L'avantage, c'est pareil. Si vous avez peur de rester confiné dans un bureau, mon métier, on ne reste pas dans un bureau. On a certes beaucoup de réunions, plus vous êtes ingénieur, plus vous avez des réunions, plus vous êtes obligé de faire des dossiers, de la réflexion, parce que c'est aussi pour ça qu'on paye les ingénieurs, hein, pour réfléchir. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a toujours du terrain. Donc quand vous en avez marre, vous prenez vos petites baskets, enfin vos chaussures de sécurité, c'est mieux, puis vous allez sur le terrain, vous allez voir comment les gens appliquent les mesures de sécurité. Alors les tâches, je peux avoir, par exemple, je peux aider les expérimentateurs à réfléchir à ce qu'ils font, comment ils le font et où sont les points où il peut y avoir des risques et qu'est-ce qu'on met en face comme barrière pour éviter qu'ils se blessent. Je peux aller sur des chantiers aussi pour faire des contrôles. Je fais des plans de prévention, donc je côtoie des entreprises, je peux aider un chercheur à mettre en place une nouvelle expérience, ce genre de choses. Donc résultat, j'ai des interlocuteurs très variés. Je peux très bien avoir comme interlocuteur le directeur du centre de Marcoule. Et puis je peux avoir l'ouvrier de l'entreprise de BTP du coin qui vient détruire une dalle à coups de marteau-piqueur. Et il faut que je sois comprise par les deux. Donc vous allez avoir des collègues, vous allez avoir des chercheurs qui ont des fois, des gens qui ont des fois de hautes opinions d'eux-mêmes et qui, parce que vous n'avez pas fait les mêmes études qu'eux, ils ne vous croient pas trop, hein, notamment quand on est technicien, on est des fois confronté à ça. Puis vous allez avoir des gens avec des experts, des pompiers, des radioprotectionnistes, voilà, des gens auxquels vous n'allez pas toujours non plus comprendre le discours, donc il va falloir savoir poser les bonnes questions, etc. Voilà, puis maintenant je vais vous laisser Michael vous parler de ses expériences à lui. Donc, par exemple, une mission que j'ai dû remplir dans le domaine de l'instrumentation, c'était sur un automate de dosage dont on voit une image là-bas. C'était un automate qui permettait de doser des marqueurs de tumeurs qu'ils appelaient le Cryptor. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est j'ai récupéré un prototype et j'ai dû industrialiser ce prototype. Donc, je vais vous décrire ça. Mais pour votre culture, avant de penser en fait à la réalisation, je vais vous présenter un peu le fonctionnement du dosage. En gros, on a un traceur qui est une molécule d'europium avec une molécule à l'intérieur qui peut fixer des molécules qui sont circulantes dans le sang et qui sont indicatives d'une pathologie. Et en fait, ce traceur, c'est du cryptate d'europium, et il est très particulier, c'est que quand on l'éclaire avec une lumière, un faisceau laser à 337 nanomètres, s'il n'y a pas de liaison qui est établie avec la molécule cible, on va avoir une émission à 620 nanomètres, et s'il y a eu un couplage, en fait, on aura une émission à 665 nanomètres. Et en fait, donc on a le traceur et on a des solutions étalons de la molécule que l'on veut doser. Donc en fait, pratiquement chaque solution est mélangée à du traceur dans un tube à essai. On fait un comptage de photons grâce au robot à 620 et à 667 nanomètres pour chaque solution. Et ça nous permet de tracer une courbe d'étalonnage où on va reporter les comptages par solution. Et une fois que cette courbe d'étalonnage a été traitée, en fait, dans un autre tube, on va mélanger du sang et du traceur. Et en fait, on va
on va faire un comptage de photons sur les deux canaux et on va reporter ce comptage de photons sur la courbe étalon et on va retrouver en fait la concentration dans le sang du patient, puis après les docteurs et les analystes vont pouvoir indiquer s'il y a pathologie. Donc en fait, la tête de lecture, c'est un système optique. Donc les connaissances nécessaires pour réaliser ce type de l'industrialisation, il faut des connaissances en mécanique, il faut des connaissances en optique, puis il faut des connaissances en électronique, puisqu'on a des détecteurs, on a des cartes, etc. Mais ma mission a consisté à passer d'un système qui était des lentilles sur des portoirs à un système industrialisé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? Déjà en premier, en collaboration avec des opérateurs de la micromécanique, il m'a fallu construire un bâti en fait en multipièces qui permettent d'optimiser et de simplifier la fabrication de série. Après, quand je suis arrivé sur cette mission, les composants étaient bien définis, mais il fallait les contrôler, les trier, parce que quand vous recevez des cartons de filtres, des cartons de photomultiplicateurs, certains correspondent sur des technologies très pointues, certains correspondent en termes de qualité à ce que vous attendez, puis d'autres non. Donc après avoir mis en place ces protocoles de sélection de produits, j'ai mis en place le contrôle final, c'est-à-dire que le produit fini industriel, il faut voir qu'il réponde bien à toutes les normes, des normes de linéarité, des normes de rapidité. Donc pour ce faire, on utilisait des kits de référence que produisait l'entreprise qui m'avait embauché pour ça. Et j'ai dû rédiger des procédures de fabrication et de contrôle. Et après, on est passé au stade de mise en production, où j'ai dû former des personnes qui ont ensuite pris en charge la production. Et en fait, il y avait une partie d'amélioration, et le fait de définir la fabrication, de définir le criblage de tous les produits, en choisissant tous les meilleurs produits, tous les meilleurs composants, on a réussi à augmenter d'un facteur 10 la sensibilité de l'automate, ce qui nous permettait pour l'entreprise de développer dans le futur des kits de dépistage de molécules qui étaient en beaucoup plus faible concentration dans le sang des patients. Donc après, j'ai dû remplir des missions d'ingénieur informatique. Donc là, en fait, en tant qu'ingénieur, je n'étais pas la personne qui faisait tous les programmes, mais la mission, c'était surtout de prévoir, superviser, participer aux réalisations en informatique de gestion et en informatique industrielle. Et de ce fait, la communication était fondamentale, puisqu'en fait, au niveau des moyens humains, il y avait des agents de l'entreprise, mais il y avait aussi des prestataires de services. Il y avait besoin de notions d'économie, des notions de rédaction de contrats, puis il y avait quand même un budget assez conséquent à gérer. Et en fait, après, il y avait un parc de machines qui était assez important, et des missions de modernisation, de maintenance des matériels et des applications de gestion. Donc il y avait des créations d'applications scientifiques, parce qu'une entreprise c'est vivant, et donc de nouvelles technologies sont développées, vous devez vous adapter, donc les appréhender, et après vous êtes amené à développer des logiciels dédiés pour traiter les données qui viennent de ces nouvelles technologies. Et après, il y a aussi dans une industrie, dans une entreprise, des notions de production. Et en fait, la production doit toujours être simplifiée, surtout sur des tâches répétitives où l'opérateur humain est moins performant que la machine. C'est-à-dire, aller compter les flacons dans une boîte, une machine avec une caméra va le faire bien mieux qu'un opérateur. Donc c'est moins de stress pour l'opérateur, c'est plus de fiabilité pour le produit, surtout quand ce sont des produits médicaux. Et après, en fait, après avoir fait de l'informatique, après avoir fait de l'instrumentation, le cumul des compétences, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans un parcours professionnel, ce que vous avez appris vous laisse des marques, toujours. Et en fait, après, par le parcours que vous avez fait, vous allez pouvoir avoir des idées et amener quelque chose dans de nouveaux métiers. Les premières réalisations que j'ai eu à faire en tant qu'ingénieur de recherche, c'était de développer un logiciel. Mais avant de passer à la réalisation de ce logiciel, assez simplement, je fais un peu de biologie, donc on a les cellules sont codées par de l'ADN, et l'ADN en fait est utilisé par la cellule pour fabriquer des machines qui sont nécessaires à son fonctionnement. Ces machines s'appellent des protéines. Donc les protéines en fait, elles ont plusieurs formes, plusieurs représentations.
Mais en fait, ce sont des molécules qui sont très très grosses et qui sont vivantes, qui bougent. Et par contre, elles sont composées de briques élémentaires qui sont les 20 acides aminés. Donc toute protéine est composée d'une succession d'acides aminés. Et quand elle est synthétisée, cette succession d'acides aminés est sous la forme d'un fil. Donc, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important pour comprendre l'objectif du logiciel que j'ai dû réaliser dans le cadre de la bioinformatique, c'est de savoir que tout individu possède un système immunitaire pour se protéger des micro-organismes. Donc, en présence, mettons, de bactéries, le système immunitaire va générer la création d'anticorps spécifiques de la bactérie qui est invasive. L'anticorps, c'est aussi une protéine. Et il va, une fois que le système immunitaire l'aura créé, cet anticorps, il va détecter spécifiquement ce corps étranger dans votre organisme. Et en fait, la spécificité, un anticorps, c'est de tête, je veux dire, c'est 1200 acides aminés à la suite, mais en fait, seuls 7 ou 8 acides aminés vont faire la spécificité d'un anticorps. Dans votre corps, vous avez peut-être des milliers d'anticorps différents. Donc en fait, l'enjeu du logiciel à réaliser, c'était de dire que connaissant la séquence d'une protéine, donc la succession des acides aminés, connaissant les propriétés physico-chimiques de chaque acide aminé, des propriétés physico-chimiques comme l'hydrophobicité, la capacité à créer des structures, l'hydrophilie, nous calculerons la probabilité qu'une partie de séquence, en fait, soit exposée au solvant. C'est-à-dire soit exposée au milieu, puisse être dans le sang, puisse être détectée. Parce qu'en fait, les résidus les plus hydrophobes vont avoir tendance à s'enfouir dans la molécule quand elle va se replier, et les parties les plus hydrophiles seront exposées au milieu. Donc, en fait, grâce au logiciel, le principe c'était créer une fenêtre, faire la moyenne de l'hydrophilie sur la fenêtre et tracer un profil. Les parties qui tiennent compte du voisinage donnent les parties les plus hydrophiles, et ce faisant, elles sont sélectionnées, et comme on ne peut pas avoir la protéine pour induire une réaction immunitaire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un petit bout, mais en fait, on le synthétise chimiquement. Ce petit bout synthétisé chimiquement est injecté dans une souris, il induit une réaction immunitaire, on fait un prélèvement, on purifie, on clone, et on obtient des anticorps spécifiques qui vont cibler spécifiquement la protéine dont on avait la séquence. Donc l'intérêt de ça, c'est que c'est l'anticorps spécifique. Si je connais l'agent, si l'agent toxique ou la bactérie est dans un milieu, et que sur la partie conservée de l'anticorps, je viens fixer une molécule fluorescente, comme je vous ai montré dans l'expérience précédente, en fait, je pourrais détecter dans un milieu, grâce à cet anticorps, je pourrais détecter un milieu intoxiqué par ces bactéries, notamment en agroalimentaire. Donc après, en fait, je fais de la microscopie, en fait. Donc je suis passé à la microscopie à force atomique. Et donc la microscopie à force atomique, c'est quoi? Quand on entend microscopie, on pense optique. Mais la microscopie à force atomique, c'est un peu la microscopie de l'aveugle. C'est-à-dire qu'on fait des images à très haute résolution en venant toucher une surface. Là, on fait un appareil qui est très simple, en fait. Hein, c'est la loi de Hooke, donc F égale Kx. Et donc, les grandeurs utilisées, en fait, dans cette microscopie, en résolution latérale, on est au nanomètre, et en résolution, en mesure de force, on peut faire mesurer les forces jusqu'à une valeur de 5 piconewtons. Donc, en fait, si on fait une comparaison entre l'expérience de tirer un levier et d'une masse et de mesurer l'allongement, ben, en fait, le ressort, ça devient un levier qu'on va fléchir. La force, ça va être un contact, et le détecteur, ça va être un laser et une photodiode qui va mesurer la déflexion du levier. Mais en gros, avec ce genre d'appareil, on peut faire des images de l'imagerie, donc des images nanométriques, et du coup, ben, on peut valider des traitements thermiques. Ici, vous avez des grains de oxyde métallique, et quand on fait recuire à 1200 degrés, on voit une transformation de la surface, et en fait, on commence à discerner une cristallisation de la surface. Et on peut même mesurer en fait la maille du cristal, premièrement par des mesures de terrasse, et en faisant l'hypothèse qu'entre ces différentes terrasses, on a un nombre entier de cristal élémentaire, et par une modélisation mathématique, on remonte à la structure, à la maille du cristal. Voilà. Donc en fait, la conclusion, c'est que de mon avis ou de votre avis, je pense que la fonction ingénieur est inscrite dans notre histoire, et je crois qu'elle est même inscrite dans nos gènes.
Je pense que, comme on vous l'a démontré, les chemins sont nombreux pour le devenir. Obtenir un diplôme d'ingénieur montrera que vous en avez des capacités scientifiques, techniques et de communication. Mais c'est l'expérience et c'est vos qualités personnelles qui feront l'ingénieur que vous serez. Et donc je vais vous dire aussi que l'ingénieur de demain, ce sera vous. Ce sera vous avec vos envies, vos passions, votre ténacité et vos valeurs humaines. Je rappelle, comme on l'a dit plusieurs fois, que la communication et l'écoute sont essentielles dans ce métier, car ils s'exercent dans une société. Personne ne peut connaître un problème a priori, personne n'est dans l'exclusivité des bonnes idées. Et que quoi que vous choisissiez pour votre avenir professionnel, trouvez-y du plaisir, sinon n'hésitez pas à changer de voie. Je vous remercie pour votre